c'est certainement ces invités de MAC qui font actuellement leur entrée sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Tout à fait, tout à fait. Alors, toujours oui. Thomas, s'agissant du sens de cette cérémonie, il faut dire qu'Alassane Ouattara, c'est vrai, sera tout à l'heure investi solennellement président d'une Côte d'Ivoire qu'il souhaite rassembler. Son investiture intervient, il faut le rappeler également, après 6 mois d'une crise meurtrière provoquée par le refus de son rival d'alors, le chef d'État sortant Laurent Gbagbo, d'accepter sa défaite à la présidentielle de novembre 2010, ce qui a plongé le pays dans une grave crise et des violences qui ont fait près de 3000 morts. Alors, pour nombre d'observateurs, un grand pas venait d'être franchi sur le plan de la légalité et de la légitimité du pouvoir Ouattara avec la prestation de serment du président élu vendredi 6 avril dernier au palais présidentiel à Abidjan. Cette assise de la légalité et de la légitimité du nouveau président est confortée aujourd'hui par son investiture, une investiture qui marque le point de départ d'une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire que le nouveau président, je le rappelle, souhaite voir rassemblée. Tout à fait. Je crois qu'avant d'aller plus en avant dans la recherche de la compréhension du sens profond de cette cérémonie d'investiture, nous allons revenir quelque peu sur cette mobilisation internationale dont a bénéficié la Côte d'Ivoire durant la période post-électorale et cette mobilisation internationale qui se manifeste encore aujourd'hui, jour de l'investiture du président de la République. Oui, durant la période post-électorale, nous avons remarqué la mobilisation de cette communauté dite internationale parce que depuis, on pourrait dire, Marcoussis, depuis les accords de Marcoussis, depuis le déclenchement de la crise, cette communauté n'a pas failli à son devoir de maintien de la paix et de recherche de solutions pour résoudre les crises. C'est un devoir de solidarité internationale. C'est un devoir de solidarité internationale manifeste dans le cadre des relations internationales et que chaque entité, notamment à partir de l'ONU, de l'Union africaine, de la CEDEAO, tous se sont mobilisés aux côtés de la Côte d'Ivoire afin d'aider le peuple ivoirien. Mais ce n'est pas du sentimentalisme, c'est fait sous la base de textes. Il y a d'abord de décisions. Tout à fait. Les bases juridiques sont claires. À partir du moment où la Côte d'Ivoire est membre, la Côte d'Ivoire a signé les traités, les accords, les conventions, signées et ratifiées. Dans ce cas, elle est soumise non seulement au respect de ces règles, mais cette communauté internationale a aussi des engagements vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Donc c'est au titre de ces engagements qu'elle est venue au secours de la Côte d'Ivoire. Alors, comment voyez-vous ces différentes interventions? Solidarité internationale, ingérence ou devoir d'ingérence? Certainement, on pourrait être ambivalent lorsqu'on parle de solidarité et de devoir. Solidarité parce qu'il s'agit de peuple, il s'agit de paix, il s'agit de quiétude. Donc vous avez un problème sentimental à l'égard de cette nécessité de venir au secours d'un pays frère. C'est une réalité. Devoir d'ingérence, dans ce cas, nous entrons dans le cadre du droit international où il existe effectivement des substrats qui imposent l'intervention humanitaire au cas où les droits humains sont violés. Et donc c'est ce qui motive le recours aux forces impartiales.
a certainement, le recours aux forces impartiales relève d'abord de la demande de la Côte d'Ivoire. Ça, il faudrait préciser. C'est en 2003 que la Côte d'Ivoire elle-même a fait appel à ce qu'on appelle les casques bleus. C'est une force de maintien de la paix. Et cette force de maintien de la paix, la Côte d'Ivoire étant elle-même signataire de la charte de l'ONU, avait ce devoir-là lorsqu'elle a vu qu'il y avait menace sur péril sur la vie normale de l'État. D'accord, nous en arrivons maintenant à une petite analyse du sens profond de cette cérémonie qui, Lazare Kassaye l'a dit tout à l'heure, se veut solennelle, cette cérémonie d'investiture. Nous voudrons essayer d'en comprendre un peu le sens, la comparer un peu avec la prestation de serment. Oui, on pourrait a priori faire une distinction entre prestation de serment et investiture. Mais il faudrait en être succinct, c'est que la prestation du serment, elle est consacrée à l'article 39 de notre Constitution, de la Constitution du 1er août 2000. Elle dit ceci: le président prête serment devant le peuple de Côte d'Ivoire. Il jure solennellement sur son honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de porter les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement. Voilà, nous assistons à l'arrivée d'un acteur principal de la cérémonie de ce jour. Il s'agit du nouveau grand chancelier de l'ordre national, Madame Henriette Dagri-Diabaté, qui aura à décerner les attributs de sa nouvelle fonction de président de la République au docteur Alassane Dramane Ouattara. Elle va inaugurer aujourd'hui sa fonction. Ah oui. Absolument. Donc, je me souviens qu'elle a été elle-même décorée pour pouvoir, à la suite de sa nomination. lors de la passation des charges avec son prédécesseur, il y a de cela une semaine. Une semaine, oui. Une semaine. Oui. Oui, M. Thomas, c'est important. Il faudrait rappeler l'article 39 de notre Constitution qui dit succinctement que le président prête serment devant le peuple ivoirien. Au-delà de cette prestation de serment, il jure sur son honneur et il conclut cette prestation en disant que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis à mon serment. Nous reviendrons sur cet engagement de non-parjure à l'occasion donc de l'arrivée du grand chancelier de l'ordre national. Signaler que les institutions de la République, pour certaines et rappelées, ont connu la semaine dernière quelques changements à leur tête. Ainsi, M. Marcel Zadi Kessi a été nommé président du Conseil économique et social. M. Kone Mamadou, président de la Cour suprême, et Mme Henriette Dagri-Diabaté, qui vient d'être installé grand chancelier de l'ordre national. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mamadou Koulibaly, qui a assisté personnellement à la prestation de serment le 6 mai dernier, a effectué le déplacement jusqu'à Yamoussoukro pour suivre l'investiture du président Ouattara. Quant au président du Conseil constitutionnel, le président Paul Yaoundé, après avoir finalement reconnu la victoire du président Ouattara le 5 mai et reçu son serment le lendemain, il est venu ici à Yamoussoukro assister à son investiture. Voilà. Donc, au-delà de cette prestation de serment, on a adjoint la cérémonie d'investiture qu'on qualifie de faste républicain et qui entre désormais dans ce qu'on appelle la coutume constitutionnelle.
c'est-à-dire que le grand chancelier va porter la cravate du grand maître au président élu et le collier républicain. C'est une cérémonie certainement qui a son caractère solennel et institutionnel. Institutionnel. Voilà. Parce que l'on a tendance à opposer la prestation de serment à l'investiture, et justement peut-être pour ne pas les opposer, on les faisait en une seule cérémonie. Tout à Mais fait. la prestation de serment, je voudrais que nous précisiez, c'est bien le point de départ de l'exercice des fonctions et du pouvoir du président élu. C'est ce qui est consacré par l'article 39 de notre Constitution. La prestation de serment doit intervenir 48 heures après la proclamation des résultats. Et c'est une tradition en la matière. En France, par exemple, la prestation de serment intervient 10 jours après la proclamation des résultats. Aux États-Unis, il y a un jour fixe qui est le 20 janvier, alors que les élections ont lieu en novembre. Donc, notre Constitution consacre à son article 39 que le président élu, proclamé vainqueur des élections, doit impérativement prester serment 48 heures après. Et c'est ce qui fut fait.